Alors voilà, depuis des décennies, les partis verts en Europe mènent une véritable guerre contre le nucléaire. La grande question c'est, que se passe-t-il quand ils la gagnent? C'est ce qu'on va voir ensemble dans ce décryptage en se penchant sur les conséquences bien réelles et parfois assez surprenantes de cette immense bataille idéologique. Et il faut bien comprendre une chose, pour les Verts, ce n'est pas juste une politique parmi d'autres, non, c'est le combat fondateur. L'objectif n'a jamais été, disons, de simplement réduire un peu la part du nucléaire. L'ambition, c'était de le rayer, purement et simplement de la carte énergétique de l'Europe. Leur argumentaire, il est assez simple et n'a pas vraiment changé. Une ministre écologiste autrichienne l'a résumé parfaitement. C'est dangereux, c'est coûteux et ça laisse derrière des déchets radioactifs pour des centaines de milliers d'années. Voilà, tout est dit. C'est vraiment ce triptyque qui est au cœur, au centre de leur opposition. Ok, mais c'est précisément là que l'analyse devient intéressante. Parce que, une fois la bataille gagnée, une fois les centrales fermées, eh bien, quel est le coût réel? Quels sont les résultats concrets? Je veux dire chiffres à l'appui. C'est ça la vraie question. Alors, pour bien comprendre la stratégie des Verts, il faut remonter à la source. L'opposition au nucléaire, ce n'est pas juste une ligne sur un programme. C'est beaucoup plus profond que ça. En fait, c'est carrément leur ADN. Prenons l'exemple le plus connu, les Verts allemands, Die Grünen. Quand le parti se crée en 1980, leur principal cri de ralliement, la raison d'être du mouvement, c'est l'antinucléarisme. C'est vraiment ça qui les a définis dès le départ. Et c'était bien avant que la lutte contre le CO2 ne devienne la priorité mondiale qu'on connaît aujourd'hui. Et cet ADN, cette identité antinucléaire, elle n'est pas restée au stade des manifs et des slogans. Pas du tout. À Bruxelles, au cœur du pouvoir européen, elle s'est transformée en une véritable machine de lobbying. Une machine bien huilée, sophistiquée et, disons-le, assez implacable. Là, on oublie les sit-ins et les banderoles. Au Parlement européen, on passe à un autre niveau. Les Verts ont sorti la grosse artillerie, leur boîte à outils institutionnelle, on commande des rapports d'experts, on organise des conférences, on forge des alliances avec de grosses ONG, et bien sûr, on met la pression sur les commissaires européens. Bref, une vraie opération d'influence menée de l'intérieur. Le combat le plus récent et sans doute le plus emblématique, c'était celui de la fameuse taxonomie verte. L'enjeu était énorme. Il fallait à tout prix empêcher que le nucléaire soit labellisé comme un investissement durable. Ils ont vraiment tout tenté, allant jusqu'à attaquer la décision en justice. Mais, au bout du compte, la réalité économique et surtout géopolitique a repris le dessus et la Cour a fini par donner son feu vert à l'inclusion du nucléaire. Mais alors, la question qu'on se pose tous, c'est, concrètement, ça donne quoi quand cette idéologie arrive au pouvoir et prend les rênes d'un grand pays industriel? Pour avoir la réponse, il suffit de tourner les yeux vers l'Allemagne et son expérience absolument colossale, l'Energiewende. On peut résumer ça en 3 grandes étapes. En gros, l'Allemagne, qui était quand même une puissance nucléaire, a méthodiquement tourné le dos à l'atome. Et le coup de grâce, la décision finale de 2023, a été portée par un gouvernement où les Verts occupaient des postes plus que stratégiques. Je parle du vice-chancelier et du super ministère de l'économie et du climat. Rien que ça. Alors, la toute première conséquence, eh bien, les Allemands l'ont senti passer, et directement sur leur facture d'électricité. Le graphique parle de lui-même. Les prix pour les particuliers ont quasiment doublé en à peine 16 ans. Résultat, l'Allemagne s'est retrouvée tout en haut du classement des pays où l'énergie coûte le plus cher en Europe. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe assez saisissant, il faut le dire. Pour compenser la perte du nucléaire, l'Allemagne n'a pas eu 1000 solutions. Il a fallu brûler, et massivement, du charbon et du gaz. Et le résultat, c'est un peu l'arroseur arrosé. Le pays champion de l'écologie politique se retrouve à émettre beaucoup plus de CO2 par habitant que son voisin, la France, qui, elle, a continué de miser à fond sur l'atome. Et le coût financier dans tout ça, eh bien, c'est tout simplement colossal. L'Allemagne a mis sur la table un investissement astronomique pour sa transition énergétique. On parle de plus de 580 milliards de dollars d'ici 2025, principalement en subventions et en nouvelles infrastructures. C'est un chiffre qui donne le vertige. Un chiffre qui donne le vertige. Mais pour quel résultat au final sur le climat? Eh bien, c'est là que le bas blesse. Le rythme de réduction des émissions de CO2 n'a été que de 2% par an. C'est 3 fois moins que l'objectif nécessaire pour respecter les engagements climatiques. Autant dire, un investissement gigantesque pour un impact plutôt décevant. Bon, quittons l'Allemagne pour regarder juste à côté en Belgique. Là-bas, on a assisté à une histoire assez similaire, sauf qu'à la fin, il y a eu un rebondissement. Et quel rebondissement! Un vrai retournement de situation très récent. Le point de départ en Belgique, c'était à peu près le même qu'ailleurs. Le nucléaire, c'était vraiment la colonne vertébrale du réseau électrique. Plus de la moitié de l'électricité du pays venait de là. Une source d'énergie pilotable, fiable et surtout sans carbone. Et là, c'est fascinant. On assiste en direct au choc entre l'idéologie et le mur de la réalité. On a d'abord la loi de sortie du nucléaire, poussée par les Verts en 2003.
Puis en 2022, les premières fermetures, comme prévu. Et, boum, la crise énergétique déboule et force un virage à 180 degrés. Le gouvernement n'a pas le choix, il prolonge 2 réacteurs. Le pragmatisme a fini par l'emporter. Cette citation d'un homme politique belge résume assez bien un point de vue qui a gagné du terrain. L'idée que cette crise énergétique, au fond, n'est pas juste tombée du ciel. C'est peut-être une crise que l'Europe s'est en partie infligée elle-même, en choisissant d'abandonner certaines de ses sources d'énergie les plus importantes. Alors, au final, quelle est l'addition? Si on fait les comptes, qu'est-ce que ça donne? On va regarder ça sur 3 plans. Le coût pour le climat, le coût financier et aussi le coût humain. D'abord, le climat. Le remplacement du nucléaire allemand par des énergies fossiles, ça a un poids, 300 millions de tonnes de CO2 en plus dans l'atmosphère juste entre 2011 et 2020. Pour se donner une idée, c'est quasiment l'équivalent des émissions annuelles d'un pays comme la Pologne. Ensuite, il y a le coût humain, un aspect dont on parle moins. Une étude très sérieuse du NBR a fait le calcul. La pollution de l'air supplémentaire générée par la combustion du charbon pour remplacer le nucléaire serait responsable de plus de 11 000 décès prématurés chaque année en Allemagne. C'est un chiffre qui fait réfléchir. Et pour finir, la facture. La vraie, la totale. Rien que pour l'Allemagne, si on additionne l'ensemble des coûts de l'énergivende, plus le démantèlement et le stockage des déchets, on dépasse les 580 milliards d'euros. Oui, plus d'1 demi-billion d'euros. Le mont astronomique est presque faible. Alors face à tous ces chiffres, face à ces retours d'expérience, on a l'impression qu'un vent nouveau est en train de souffler sur l'Europe. La question se pose de plus en plus, est-ce qu'on assiste à une sorte de renaissance du nucléaire? Et c'est la question qui reste en suspens. Est-ce que ce retour en grâce de l'atome, c'est juste un virage pragmatique, un peu forcé par les crises? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond, une prise de conscience peut-être un peu douloureuse, du coup bien réelle d'une idéologie longtemps défendue? Le débat, lui, est loin d'être terminé.